Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre hors-série numéro 3. Bonne année 2019. Aujourd'hui, vidéo positive sur l'Afrique. Je vais vous parler de ce continent magnifique dans lequel j'ai eu la chance de vivre. Ce continent grandiose, ce continent méconnu, ce continent avec beaucoup de clichés, avec beaucoup de fake news autour de cela. Et je vais essayer de faire une vidéo positive. C'est pas réellement un exposé, c'est pas réellement une leçon, c'est plus une déclaration d'amour à ce continent, surtout la partie subsaharienne que je connais très bien. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire en Afrique, j'y ai vécu 18 mois, je vais vous parler de la nourriture, du mode de vie, et enfin je vais conclure la vidéo par quelques petits sujets factuels que je savais pas trop où caler. Je dois vous avouer que c'est une vidéo un petit peu improvisée. Je suis sur ma table, j'ai un texte, j'ai des mots et puis je vais broder autour. J'espère que je vais pas trop bégayer et trop un petit peu me rater parce que on parle avec le cœur et des fois, c'est pas ce qu'il y a de plus clair. Mon histoire avec l'Afrique a connu 2 temps. Le premier quand j'ai fait de l'humanitaire en 2012. Car j'étais un jeune homme déprimé, parce que j'ai connu une enfance et une adolescence difficile. J'ai subi du harcèlement moral, j'avais même des idées suicidaires, donc j'ai préféré partir pour donner une impulsion à ma vie, honnêtement, pour puis me rendre utile. Donc je suis parti avec Urgence Afrique. Ça a été une mission très importante pour moi. Je m'en rappelle quand je suis sorti de l'avion. T'arrives, t'es bien, pas dans l'avion, tranquille, et là, tu te prends l'humidité, la chaleur dans les dents. Tu découvres un autre mode de vie, tu découvres les paysages, tu découvres un monde pas égoïste, pas comme le monde capitaliste. Comme on est, nous, notre monde est vraiment égoïste parce qu'on nous pousse à l'égoïsme. De toute façon, le système politique, c'est une personne, une voix. On te pousse à consommer ton plaisir personnel. C'est surtout des plaisirs personnels. Quand tu achètes un téléphone portable, c'est pour toi, ton ordinateur, ton téléphone, ta voiture. Si on était un petit peu moins égoïste, par exemple, on arrêterait d'acheter des produits qui polluent comme des malades parce qu'on se dirait oui, mais je suis pas tout seul sur Terre. Voilà. Donc, c'était vraiment un choc. Il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'eau courante, pas l'électricité. Les gens devaient aller au puits, mais ils n'étaient pas plus malheureux. C'était vraiment, tu vois vraiment une autre façon de vivre, une autre façon de penser. Tu vois le système éducatif différemment. Tu vois la santé, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment différent. Ça doit être une ancienne colonie française. Il y a beau avoir des permanences entre les systèmes. Mais là, c'est difficile, dirons-nous. Extrêmement difficile parce que c'est un choc, parce que je suis encore jeune, parce que je suis pas encore prévu pour ça, et c'était vraiment un choc, un gros choc. Bon, un choc dans le sens positif, où tu te prends une claque dans la gueule, tu ramasses tes dents, puis t'es là, t'es en mode « Ah oui, tiens, je vois les choses autrement ». Je me rappelle, mes journées étaient plutôt bien faites. Le matin, je me levais, je mangeais avec les autres humanitaires. Je faisais ma mission avec Urgence Afrique dans une pépinière. C'était assez intéressant. On plantait des graines, on faisait des travaux d'agriculture, ce qui est plutôt bien pour moi parce que je revenais à mes origines, parce que mes ancêtres étaient bûcherons, étaient agriculteurs. On travaillait la terre dans notre famille avant. Donc, avant de devenir petit-fils et fils d'ouvrier, voilà, je suis arrière-petit-fils d'exploitants agricoles et de bûcherons. Et donc, j'allais faire ma mission. Tout le midi, je rentrais pour manger. J'avais les enfants autour de moi. Ils étaient tout contents de me voir. J'étais tout content de les voir. Ces gamins, je les connaissais pas, mais ils m'ont souri, ils m'ont donné peut-être plus d'amour que certains membres de ma famille ces 25 dernières années. Ouais, pas 30. 26. Allez. Allez, on fait une réduction, 25. Puis après, on allait faire la sieste parce qu'il faisait chaud. Puis après, on retournait faire la mission. On faisait les devoirs. Je me rappelle que les enfants, ils parlaient pas bien français. Donc, on était obligé de s'aider avec les cailloux pour les faire comprendre. C'était vraiment une mission très importante. Le week-end, on visitait, ce qui nous a permis de voir des choses comme le lac, faire un tour de pirogue, aller dans la maison des esclaves. C'est choquant.
Tu vois ça, tu vois cet endroit où ils sont entassés comme des animaux, tu te dis waouh. Mais bon, on ne sait pas comment ça se passait il y a 300 ans. On ne sait pas comment ils pensaient surtout. On sait comment ça s'est passé, mais comment ça se pensait. La structuration intellectuelle était totalement différente, donc c'est difficile, sans faire de jugement de valeur, de donner un avis. Ça a été une expérience marquante. J'étais ému, et encore aujourd'hui, quand je repense à ça, c'est peut-être une des choses de laquelle je suis plus fier, c'est mon voyage en humanitaire. J'aime bien dire que quand je suis parti, j'étais un enfant, quand je suis rentré, j'étais un adulte. C'est ça, quoi. C'est, tu remarques notre mode de vie, notre façon de voir, la vie, la mort, la nourriture, tout. Il y a un avant, il y a un après dans ta vie. Dès que tu fais un voyage humanitaire comme ça, c'est émotionnellement tellement fort, il y a un avant, il y a un après. Plus rien n'est pareil après. Ta vision du monde évolue et change totalement. Puis t'es plus dans ces clichés à la con, parce que j'avais des clichés sur l'Afrique. Bah, ces clichés-là, ils ont pris une balle dans la tête et ils sont morts et enterrés. Après mon voyage en humanitaire, j'ai trouvé du travail en tant qu'agent de sécurité, que j'ai quitté en 2014 suite à un burn-out, et je suis parti à nouveau. Là, ce coup-là, j'ai tout vendu. Je suis parti, comme on dit l'expression, avec ma bite et mon couteau, et j'ai tenté l'aventure. Je m'en rappelle, je me suis retrouvé dans Lomé, j'ai fini serveur au départ. C'était assez rigolo, je faisais la vaisselle, je faisais adémé, comme on appelle ça. C'est une petite plante verte qui sert pour faire des sauces, une très bonne sauce. Hein. Ah ça, c'est... Bon, on va reparler de nourriture un peu plus loin, oui, parce que je suis un gros goinfre. Après, j'ai vécu chez l'ancien ministre de la Justice du Togo, donc j'ai vécu un petit peu la grande vie, on va dire. J'ai fait des bars, j'ai traîné avec des militaires, j'ai vu un petit peu la vie à la capitale, la belle vie, la Dolce Vita, dirons-nous. C'était très intéressant. Mais bon, à un moment, ça m'a saoulé, donc je suis parti. J'ai été à Palimé, la ville où, non loin du village où j'étais, parce que quand j'ai fait l'humanitaire à Anigba-Tozzi, et la ville principale était Palimé. K-P-A-L-I-M-E. Et je suis retourné dans cette ville parce que je l'aimais bien, parce que c'était une petite ville sympa. C'est assez bien comme ville parce que c'est mi-ville, mi-campagne. T'as les avantages d'être en ville, avec les avantages de la campagne, sans trop les inconvénients de ni l'un ni l'autre. C'est ça qui est très bien. C'est que ça arrive à combiner les deux, c'est le bonheur. C'est là où j'ai pu enseigner à l'Institut Martin Luther King. C'était merveilleux parce que j'avais pas les programmes, les livres étaient pas à jour, mais je me donnais à fond parce que je sais que l'éducation, qui va être sujet d'une vidéo hors sujet dans pas très longtemps, quand je dis pas très longtemps, c'est peut-être qu'après l'enregistrement, je vais l'écrire. Et j'ai pu vraiment combattre, mais vraiment une idéologie de combat, combattre le sous-développement en apportant des conseils d'hygiène sur la sexualité et tout ça, et vraiment avoir un rôle et un impact sur la vie de ces jeunes gens, et puis essayer d'être le meilleur prof possible. J'ai aussi pu aller dans des villages, j'ai pu découvrir des choses magnifiques. Au-delà des choses, j'ai découvert des gens magnifiques, des êtres humains avec un cœur, avec qui tu peux discuter sans que ça finisse, qu'on te traite de menteur, forésien, qu'on crée à la fake news, ou que tu es un facho, un complotiste. Il y a de la discussion, il y a du dialogue, il y a de l'échange. Les gens, ils donnent là-bas. Hein. En France, ils attendent de recevoir j'ai des droits. Oui, mais tu as aussi des devoirs à un moment. Et c'est cet échange, c'est cette humanité qui a fait que cette partie de ma vie a été magnifique. Je pense que les plus beaux moments de ma vie, je les ai passés en Afrique. On va être totalement honnête. Et c'était très, très beau moment dans ma vie parce que il y a de l'échange, parce que la vie est dure. Oui, la vie est dure. J'aime bien dire, j'y ai passé 18 mois, c'est comme si j'y avais passé 18 ans. Mais d'un côté, c'est dur, mais t'es dans le réel. T'es pas dans le mensonge, t'es pas dans le faux. Hein. T'es pas comme en Occident où t'es là, où on essaie de tout faire limite pour faire disparaître la mort. Là, la mort, elle est omniprésente. Loin des difficultés, loin des trucs, de tous ces problèmes-là. J'ai dû me battre pour avoir à manger. Parce que j'étais payé comme un Togolais. Puis en plus, je gérais mon argent comme un cul, hein, on va être honnête. Donc j'ai connu aussi le manque de nourriture, j'ai connu aussi les logements locaux,
J'ai pas voulu être cet abruti d'Européens, cet abruti d'Occidentaux qui font soi-disant de l'humanitaire comme les stars, là. Ils arrivent, font des selfies avec des enfants. Mais le gros problème, c'est que la majorité du temps, ils le passent dans un hôtel 5 étoiles à manger dans des restaurants de riches. Non, non. Moi, j'étais dans le réel. Ce qui m'a permis de découvrir la vraie Afrique. Parce que quand tu vas dans la capitale, quand tu vas dans les hôtels de luxe, tu n'as qu'une vision, mais c'est une vision parcellaire de la vérité. Hein, la vraie réalité, c'est quand tu es dans les villes, pas dans les quartiers riches, que tu vois les gens travailler, comment ils travaillent, quand tu vas dans les campagnes, quand tu vois comment ils travaillent la terre, c'est là où tu es dans le réel. Et c'est ça, moi, que j'ai vu. Moi, j'ai vu la vraie Afrique, pas l'Afrique des tours opérateurs qui te montrent simplement ce qui est joli. Non, non, le vrai, le réel. Hein, les difficultés des gens, la tristesse, les problèmes. J'ai dû rentrer en 2016 parce que j'avais plus d'argent, puis je n'avais pas assez de diplôme pour assurer un enseignement de qualité aux enfants, donc j'ai décidé de me reformer, et quand je repartirai, normalement en 2019, ce serait plutôt vers le Sénégal, je travaillerai dans l'objectif d'aider les gens. Je veux pas être là en mode bonjour, je vais vous apprendre comment vivre. Non, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Voilà, j'ai des compétences dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Comment je peux vous aider? Et c'est ça un petit peu le leitmotiv que j'ai dans l'esprit, c'est de comment aider les gens. Et comment aider ce continent et comment rendre à ce continent tout ce qu'il m'a apporté. La deuxième partie va parler de nourriture. Alors là, c'est peut-être un des trucs qui est le plus génial en Afrique, c'est la nourriture. Alors je vais vous parler en premier des pâtes. Hein, pas les pâtes panzani, non, non, la pâte. C'est-à-dire de la farine et de l'eau. C'est-à-dire tu peux faire ça avec de la farine de maïs, tu peux faire ça avec de la farine de diverses plantes et ça donne une pâte que tu manges avec la main. Main droite parce que les gauchers sont mal vus. Enfin, c'est mal vu de donner de la main gauche, avec une sauce, avec du poisson, avec des plantes, comme adémé, par exemple, ce que je faisais quand j'étais dans le restaurant. C'est des petites sauces, c'est très bon. C'est très bon, bon, ça cale pas, ça cale, mais au bout de 2 heures, t'as de nouveau faim. Hein. Mais c'est traditionnel, c'est quand tu vas chez quelqu'un, t'achètes la pâte, et puis vous la mangez ensemble, c'est un cadeau de bienvenue, on va dire. Il y a aussi une pâte que tu manges, ça se mange chaud, mais il y a une autre pâte que tu peux manger froid avec de la friture et de l'oignon, avec de la tomate pilée, un petit peu de piment, beaucoup de piment, mais ça c'est la vie quoi. C'est bon, ça se mange à toutes les heures, ça peut même se manger le lendemain froid, ça passe, hein. Tu te régales, c'est magnifique, c'est délicieux, hein. Mais c'est vraiment, ils mangent que de ça. Hein. Voilà, je dois être honnête, j'ai connu des endroits, à la pâte avec la farine de maïs, ils en mangent tous les jours. Après, c'est peut-être ce qui coûte le moins cher, hein, c'est là tout le problème de l'alimentation dans les pays pauvres, c'est arriver à varier. On a aussi les racines, les deux principales sont le manioc et l'igname. Les deux peuvent se faire en frites. Des frites d'igname, c'est vraiment délicieux. Hein, je sais pas trop encore comment je vais faire l'illustration de cette partie-là, mais je vais vous essayer de vous mettre des images. L'igname et le manioc peuvent être cuits à l'eau aussi, c'est très bon, hein, avec une sauce là aussi. Avec les frites aussi, ça peut être avec de la sauce. Et enfin, on peut le faire piler, c'est-à-dire on le fait cuire dans l'eau et après la mama africaine, elle pile, ça fait une sorte de pâte, là encore, qui se mange et tout, et c'est très bon. L'igname pilé, ce qu'on appelle le foufou, est le plat typique de Palimé, quoi. C'est le plat, en gros, c'est le plat local, hein, c'est le bœuf bourguignon de chez eux. Et c'est très bon. C'est même plus ça nourrit plus son homme l'igname. Ça colle plus, ça tient bien au ventre. Hein. Honnêtement, puis l'avantage de l'igname, c'est que c'est pas cher et tu peux y cuisiner de tellement de façons. Tu peux y faire en frites, en pâte, cuit à l'eau, pas cru parce que ça reste une racine, mais voilà, tu peux faire des choses avec et c'est très bon. On a aussi la viande. Alors beaucoup de viande frite. Hein, je dois être honnête, beaucoup de viande en sauce, il n'y a pas comme chez nous quand tu manges du porc, il n'y a pas la côte, les chines et tout le bazar, non, c'est coupé à la machette, et c'est frit, peu de viande grillée, à part dans les quartiers musulmans où ils font des petites brochettes avec de la viande de chèvre qui est très délicieux. Tu trouves du porc, tu trouves de la chèvre, beaucoup de chèvre, la viande de chèvre est vraiment
En plus, c'est un bon mets, on va dire, hein. Les chèvres, elles se baladent en liberté, il y a pas à pète de gras, c'est vraiment de la bonne viande qui a gambadé, c'est pas un poulet élevé en batterie. En parlant de poulet, il y a beaucoup de volailles aussi, pour les œufs, hein. Les œufs cuits durs, tu peux en acheter dans la rue avec un petit peu de piment et tout. Là aussi, c'est très bon. Autrement, bah, niveau viande, il y a du bœuf. Puis bah, ils mangent aussi du chien et du chat, hein. Surtout les Kabyliens qui mangent du chien au Togo. Mais bon, les Nigérians aussi, certains Nigérians mangent des viandes de chien aussi. Personnellement, j'ai testé. Bon, ça passe, hein. Après, moi, c'est parce que je suis un gros curieux, hein. C'est pas parce que je suis un vicelard en mode ah, il mange du chien. Non, c'est pas la même culture. On doit respecter les autres cultures. Parce autrement, si on dit c'est pas bien, faut pas le faire, c'est on veut imposer notre culture et c'est très dangereux. Concernant les fruits et les légumes, alors là, c'est open bar. Euh, Surtout, c'est du frais. Parce que toute la nourriture, tous les légumes et tout ça, fruits et légumes, t'achètes ça au marché. Donc c'est cueilli dans les 2 jours et tu manges. Par exemple, les avocats, ils n'ont pas passé une semaine dans un bateau. Là, non, ils ont mûri, tu les achètes mûrs. Et ça a un goût exceptionnel. Les fruits, les ananas frais, pas cueillis, pas mûrs pour pas que ça pourrisse dans le trajet. C'est délicieux. Les bananes, j'étais dans la région où il y avait beaucoup de bananes. Les bananes normales et les bananes plantains, c'est-à-dire des bananes qu'on coupe en rondelles et puis qu'on fait frire. C'est très bon, ça se mange en dessert, ça passe tout seul, hein. Mais voilà, la cuisine africaine est vraiment une cuisine très riche, très bonne, et surtout une cuisine qui a du goût. Chose qu'on perd en Occident, parce qu'on veut manger des trucs tout le long de l'année. Le problème, c'est qu'il y a des choses, c'est pas la saison, c'est pas le lieu, donc on y achète, c'est cueilli pas mûr, on y achète, ça n'a pas de goût, il y a certains trucs, ça n'a même pas poussé dans le sol, ça n'a pas vu le rayon du soleil, c'est rempli de produits, ça n'a pas de goût, c'est fade, ça n'a pas de saveur. Alors là, tu arrives à la cuisine africaine, il y a du goût, il y a de la saveur, il y a de l'épice. Certes, ça peut être un peu déroutant l'épice, mais tu t'y habitues à un moment. Puis ils comprennent, ils mettent pas une dose de malade, hein. Il y a tout l'art de faire des sauces. Les sauces à base de beurre d'arachide. Oh, c'est délicieux. Les sauces avec du poisson, avec de l'oignon, de la tomate, de la sauce avec de la viande de chèvre. Tout ça, mais c'est bon, ça a du goût, ça te fait voyager. Tu manges africain, t'as beau être dans une case avec 4 murs, tu voyages, hein. Il y a vraiment une culture de la cuisine qui est très développée et qui, je pense, mériterait d'être plus connue, d'être plus mise en avant en Europe. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du mode de vie. Donc, je vous ai déjà dit, l'Africain n'est pas très égoïste, hein. Après, il y a toujours des cas exceptionnels, hein. Je suis tombé aussi sur des Africains pas très gentils, un petit peu en mode qu'est-ce que tu fous là le blanc, mais la majorité du temps, je dis bien la majorité, hein, on va pas se concentrer sur les minorités, hein, on n'est pas sur BFM TV pour faire un reportage sur les minorités, pour jouer à la guerre civile. Non, la majorité du temps, ce sont des gens accueillants, ouverts, positifs et souriants. Donc, comme je vous en ai déjà parlé dans la première partie, que j'ai pas envie que ma vidéo dure 50 minutes parce qu'il faut quand même que j'arrive à fidéliser mon auditoire, je vais vous parler un peu de vivre avec la chaleur. Donc, c'est une chose un peu spéciale. Le soleil se lève à 5h30 et il fait nuit noire à 18h30. Donc, à cause de la chaleur, tu dois tout faire le matin. Ah, le matin, c'est vivant. L'après-midi, il n'y a plus personne, hein. Là, autant vous dire, avec la chaleur, tu restes et tu dors, hein. On va être honnête. Faut aussi beaucoup s'hydrater. C'est pour ça que les blancs, quand on y va, on maigrit, hein, parce que faut pouvoir se les enquiquiner les 3 litres d'eau par jour, hein. La diarrhée, hein. Là, je vous préviens, quand on va en Afrique, malheureusement, on chope la diarrhée parce que c'est pas le même mode de vie. Mais vous inquiétez pas que si les Africains vont en Europe, ils chopent la diarrhée aussi, hein. Donc, faut s'adapter à ça, s'adapter à la chaleur, s'adapter comme aussi dans son habillement. Après, c'est difficile honnêtement de porter pantalon, chaussures, chaussettes un haut propre parce que tu transpires, hein. T'as intérêt à avoir un bon antitranspirant ou un bon ventilateur non loin. Mais après, il y a véritablement une gestion de la chaleur. Faut bien s'hydrater, faut aller à l'ombre. Mais bon, après, il y a beaucoup d'ombre comme il y a beaucoup de végétation, donc ça va, quoi.
En parlant de végétation, je parle un petit peu du paysage. C'est peut-être un des trucs qui est encore très beau. C'est pas comme chez nous, c'est tout bétonné. Il y a encore de grandes étendues sauvages. Certes, il y a une route. Quand elle est goudronnée, autrement, c'est un chemin. Mais le reste, il y a de la forêt. Il y a des paysages, il y a des reliefs. Honnêtement, il y a des endroits. Tu es là, tu te mets, tu fais... Ah oui, tiens, je viens de trouver quelque chose qui ressemble à peu près au paradis. C'est beau, c'est coloré, c'est verdoyant. Vu que j'étais dans un pays assez humide comme le Togo, il y a une végétation, des cascades, des rivières. C'est beau. Honnêtement, c'est vraiment beau. C'est pas comme en Europe où c'est artificiel et où c'est bétonné. Concernant l'habitat, dans les grandes villes, il y a des grosses maisons de riches à plusieurs étages, avec la télé, avec Internet, avec toutes les commodités. Après, dans les villes plutôt moyennes, il y a des appartements, c'est sympa, chambre, salon, peut-être même WC, douche à l'intérieur. Autrement, il y a la case, c'est-à-dire un mur en terre ou en brique, un toit en tôle. La majorité des toits sont en tôle. Et avec WC et douche à l'extérieur, hein. Les WC, c'est des latrines. Hein. C'est-à-dire, en gros, les chiottes comme chez vos arrière-grands-parents. Hein. C'est-à-dire, il y a un trou, tu t'assois dedans, tu fais tes besoins, puis voilà. Hein. Il n'y a pas l'eau courante, donc il y a le puits. Tu vas avec ton seau, tu remplis ton seau, tu vas à la douche, tu prends une sorte de petit bol et tu te verses de l'eau sur toi et tu te savonnes et puis tu te rinces. Après, les tôles, des fois il y a un plafond, des fois il n'y a pas de plafond. Quand il n'y a pas de plafond, ça fait du bruit quand il pleut. Quand il fait chaud, t'as chaud. Là, ça c'est mon crayon qui vient de tomber. Hein. Vous inquiétez pas. Le sol, c'est des sols en béton. Il y a très peu de sols en terre battue, comme j'ai vu en Afrique. Après, la maison africaine rurale typique, t'as la case où les gens dorment, t'as des cases un peu éloignées avec les cuisines et les réserves. T'as peut-être une case où il y a la chambre d'amis avec un salon et tout ça quand t'accueilles la réception. Mais voilà, c'est un habitat assez collectif, quoi. Honnêtement, dans une maison, c'est pas comme chez nous, où dès que papy ou mamie commence à perdre la boule, allez hop, on les fout à l'hospice. Non, là, il y a un peu plus de respect pour l'ancien, on va dire. Tu l'as jusqu'au bout, on va dire. Souvent, en plus, ils vivent en famille. C'est-à-dire que t'as un endroit, t'as le papa, la maman, le tonton, la tata, les enfants, les petits-enfants, enfin les grands-parents, pardon, et puis voilà, tout le monde vit ensemble, en symbiose, il y a une véritable solidarité intergénérationnelle, et puis une véritable vie de village, c'est-à-dire t'as ta famille, il y a le village, et le village est une extension de ta famille, donc c'est très spectaculaire de voir ça un peu comme dans nos sociétés, on est cloisonné, enfermé derrière des murs hauts. Alors pour la dernière partie, je vais donner un petit peu quelques sujets factuels concernant le développement. C'est une des grandes questions de l'Afrique. Personnellement, je pense que l'immigration envers l'Europe comme on a depuis 2015 ne sont pas la solution, honnêtement, parce que ce qui part, c'est la jeunesse dynamique et pleine de force. Mais après, d'un autre côté, il y aura toujours des migrations tant que l'écart entre l'Europe et l'Afrique sera aussi grand, il y aura des migrations. On ne peut pas dire à un jeune Africain, tu vas gagner 15 € par mois à cultiver une terre difficile à cultiver, alors que si tu vas en Europe, tu auras des soins, des aides sociales et peut-être un avenir et du travail. Tu peux pas dire à un mec qui s'est cassé le cul à faire des études, tu vas finir Zeminia, c'est-à-dire taxi-moto, tu vas prendre des risques, alors qu'avec ses diplômes, il aura dû travailler en France ou en Europe. Donc il y a vraiment ce problème-là. Le développement de l'Afrique va être aussi gangréné par des guerres, malheureusement, liées à des frontières qui ont été dessinées par les Européens. On a mis des ethnies ensemble qui ne s'entendaient pas foncièrement. Et puis, faudra aider l'Afrique. Hein. C'est pas G.I. Joe comme les Américains, donc les aider à éliminer des groupes groupes terroristes, hein, surtout comme AQMI par exemple, ou Boko Haram au Nigeria qui fait énormément de dégâts. Faudra les aider là-dessus. Puis l'éducation. Parce que l'éducation est la base du développement de l'Afrique. J'ai pas envie de passer pour le blanc qui donne des leçons. Honnêtement, c'est pas mon truc. Mais je pense que l'éducation peut avoir un grand rôle. Parce que l'éducation, ça te permet déjà avec le planning familial de faire une bonne éducation sur la sexualité et les mœurs et le sida et tout ça, de limiter les problèmes liés à avoir trop d'enfants, parce que c'est problématique d'avoir trop d'enfants déjà quand t'as pas beaucoup de budget. Si t'as 5 enfants, t'es vraiment dépendant
dépendant de tellement de paramètres que ta situation est difficile. Si tu en as ne serait-ce que 3, bah, c'est un peu plus facile à gérer. L'éducation est très importante aussi parce qu'elle peut aider pour la gestion du budget, pour l'hygiène et tout ça. Donc le développement de l'Afrique, de toute façon, devra se faire par l'Afrique, mais surtout avec des critères africains. On ne doit pas vouloir développer l'Afrique avec nos idées de blanc, parce que c'est bien beau, mais il faut être dans le réel, dans les réalités locales. Et on ne pourra pas faire une politique de développement de l'Afrique, il faudra qu'on fasse des politiques de développement de l'Afrique. Parce que la réalité du Sénégal n'est pas la même qu'en Éthiopie, celle de l'Éthiopie n'est pas la même qu'au Zimbabwe, donc il y aura véritablement un travail là-dessus. Mais je sais que les Africains seront capables de développer leur continent, et ils le développeront bien mieux que si c'est les Blancs qui s'en chargent, enfin les Occidentaux, pardon. Je dis les Blancs parce que bon, la fatigue, et puis je tombe dans les fameux clichés, il y a les Blancs, il y a les Noirs. Non, c'est plus nuancé que ça. Concernant l'économie, c'est surtout une économie agricole, ce qui pose énormément de problèmes parce qu'ils ne produisent pas de grand chose de valeur ajoutée. Ils ne produisent pas de l'informatique comme en Asie, des autos comme aux États-Unis ou en Europe. Et donc, mais l'économie africaine est dynamique, quoi. Ils ont tout. Ils ont les ressources, certes. Les Occidentaux leur en prennent beaucoup et les payent pas assez, mais ça c'est un autre débat. Ils ont les ressources, ils ont la jeunesse, ils ont la volonté, et donc l'économie africaine va se développer. Honnêtement, quand on voit dans quel état était l'Asie il y a 50 ans, les mecs, la Chine, ils étaient au fond du fond il y a 60 ans. Ils sont devenus la première économie au monde, donc il y a moyen d'espérer, il y a de l'espoir. J'ai pas envie de partir défaitiste, il y a de l'espoir. Concernant la politique en Afrique, le mouvement de démocratisation a fait son travail. On a enfin des régimes, on a une alternance politique, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que ça permet à chacun d'avoir accès au pouvoir. Après, l'Europe va devoir changer sa politique africaine, il va falloir arrêter de regarder l'Afrique comme un continent pauvre, parce que c'est un continent riche et il y a du potentiel. Il y a beaucoup de potentiel en Afrique et voilà. En conclusion, l'Afrique est un continent magnifique. L'Afrique est un grand continent. L'Afrique a énormément de choses à offrir au monde. Après, il y a des limites, il y a des nuances, mais l'Afrique sera le continent dans les 20 prochaines années, le continent immanquable, on va être totalement honnête. Et je voulais conclure la vidéo avec une note un peu plus personnelle. Pour moi, l'Afrique est un magnifique continent et j'espère qu'elle aura un développement proportionnel et aussi grand que sa beauté et sa grandeur. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez le liker, le partager. Et puis à la prochaine. Ciao!